Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Mais au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Karen Kwiatkowski. Notre invitée d'aujourd'hui est une lieutenant-colonel retraitée de l'US Air Force et ancienne analyste du Pentagone, devenue largement connue pour avoir révélé la manipulation du renseignement avant la guerre d'Irak. Elle est une critique majeure de la bureaucratie du renseignement militaire américain et de l'interventionnisme des États-Unis, écrivant abondamment sur le fonctionnement de la machine de politique étrangère de Washington et sur les raisons de ces échecs fréquents. Colonel Karen, bienvenue dans India and Global Left. Merci de m'avoir invité. Je me suis dit que puisque c'est notre premier entretien avec vous, pourquoi ne pas commencer par une question conceptuelle? Une question qui semble relativement simple, à savoir qui contrôle la politique étrangère des États-Unis. Je plaisantais quand j'ai dit que c'était relativement simple. Eh bien, je veux dire, l'argent, je pense que les milliardaires en ont. Et aussi, je pense que Tel Aviv, ou vous savez, Jérusalem-Ouest, en a dans une large mesure. Je veux dire, nous avons des élections. Et nous sommes techniquement une république dans ce pays. Nous avons une constitution, c'est une très bonne constitution, et elle définit comment le pouvoir doit être partagé. Mais ce que nous savons, et nous avons des études universitaires pour le démontrer, même certaines de l'Université de Chicago, je crois, montrent que nous ne sommes pas une démocratie au sens où ce que le peuple des États-Unis choisit est ce qu'il obtient réellement. Nous choisissons périodiquement des dirigeants au Congrès, nous choisissons tous les 4 ans un président et un parti pour diriger le pouvoir exécutif. Et quoi que nous choisissions, nous ne l'obtenons jamais. Je veux dire que de toute ma vie, nous n'avons jamais obtenu ce que nous avions choisi. Si l'on regarde nos élections passées, les Américains, invariablement, peu importe laquelle, se retrouvent généralement avec 2 grands partis. Parfois, il y a une élection à 3 candidats, comme lors de la première élection de Bill Clinton. Invariablement, le peuple américain choisit le candidat qui prône la non-intervention et la paix. Celui qui est relativement plus favorable à la paix et à la non-intervention remporte l'élection. Peu importe le parti qui gagne. Ce n'est pas une question de parti, c'est une question de message. Et c'est ce message que les Américains choisissent. Pourtant, nous ne l'avons jamais reçu. Le changement est presque instantané dès que le nouveau président entre en fonction. Donc, clairement, ce n'est pas une démocratie en pratique. Donc, si l'on réfléchit d'un côté à la direction civile élue et de l'autre à tout l'appareil, parfois appelé l'État profond, la bureaucratie du Pentagone, le complexe militaro-industriel, y compris les sous-traitants de la défense, et ensuite tout l'appareil du renseignement, comment interagissent-ils entre eux? Et comment le vecteur résultant se manifeste-t-il, si l'on peut dire? En d'autres termes, comme vous le disiez, la politique effectivement mise en œuvre est exactement l'inverse de ce pourquoi les gens votent. Alors, pourquoi cela se produit-il? Je veux dire, évidemment, c'est une grande question. Mais pour moi, la raison pour laquelle cela se produit, c'est que les États-Unis n'ont pas vraiment une économie de libre marché, même si c'est ce pourquoi on est connu, n'est-ce pas? C'est essentiellement notre réputation. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Nous avons dans ce pays une économie massivement manipulée et soumise à des interventions de l'État sur le plan intérieur. Le complexe militaro-industriel, par exemple, reçoit une part énorme des fonds fédéraux. Et ces fonds fédéraux, beaucoup d'entre eux, pas tous bien sûr, mais une grande partie, procurent de l'emploi à travers le pays.
Les États-Unis, d'après ce que j'ai entendu en dernier, exportaient environ 47% de toutes les armes de la planète en valeur monétaire. Aujourd'hui, nos armes sont plus chères que celles des autres. Donc cela ne représente peut-être pas un grand nombre d'armes, mais en termes de dollars, c'est un segment important de notre économie. Mais nous avons d'autres segments de notre économie qui sont également importants et financièrement rentables. Les produits pharmaceutiques, l'éducation, l'enseignement supérieur et un autre exemple, l'agriculture. Tous ces secteurs sont fortement influencés ou soumis à des interventions réglementées et contrôlées par le gouvernement fédéral. Cela signifie donc que l'intérêt fédéral est de nourrir ces entreprises, d'alimenter ces secteurs industriels. Et ils le font par l'intermédiaire du Congrès. Et quelle est la préoccupation du Congrès? L'emploi. Le Congrès se soucie de l'emploi. Il y a donc une sorte de situation de prise d'otage. Vous savez, le Congrès ne peut pas voter pour ne pas dépenser d'argent fédéral dans ces grands secteurs établis, car s'il le faisait, ses membres ne seraient pas réélus la fois suivante. Et cela, indépendamment de tout lobbying, comme celui que nous avons vu, en particulier avec l'influence israélienne ici. Ils font très ouvertement pression pour éliminer tout membre du Congrès qui ne soutient pas les dépenses en faveur d'Israël, qui ne soutient pas une politique et une aide sécuritaire inconditionnelle envers Israël. Ils sont très transparents à ce sujet, mais il y a d'autres secteurs aussi, le secteur industriel de la défense dans son ensemble, qui font tous du lobbying pour assurer leur survie. Et ils sont très efficaces. Pour eux, c'est une démocratie. Ils ont un vote et leur vote compte. Oui, je veux dire, le Congrès est tellement dépendant. Et la plupart des membres du Congrès n'arrivent pas vraiment en fonction avec un plan ou une compréhension du fonctionnement du pouvoir. Beaucoup de parlementaires arrivent très optimistes, surtout lors de leur premier mandat. Vous savez, ils ont été élus par le peuple veut ceci ou cela, et ils vont servir le peuple. Mais ce qu'ils finissent par faire, c'est envoyer des drapeaux chez eux et organiser des visites du Capitole pour leurs électeurs. Ils peuvent être sollicités par différents groupes de leur circonscription, mais la plupart du temps, ils exécutent la volonté des grands centres de pouvoir. C'est ce à quoi nous en sommes arrivés. Ce n'a pas toujours été comme ça, mais c'est en grande partie ainsi depuis que cela a évolué après la Seconde Guerre mondiale, et bien sûr, vraiment depuis juste après la guerre. Mais, vous savez, c'est de cela que Eisenhower parlait, du pouvoir injustifié ou déséquilibré du secteur militaro-industriel. À l'origine, lorsqu'il a rédigé son discours, il y incluait le Congrès, parce que c'est le Congrès qui finance tout cela et il ne cesse jamais de le financer. Même lorsque nous avons des choses comme une petite fermeture du gouvernement, ce qui s'est produit récemment, n'est-ce pas? Donc, une fermeture du gouvernement. En réalité, nous dépensons plus pendant une fermeture du gouvernement, rétrospectivement, que lorsque le gouvernement fonctionne. Cela n'a pas vraiment d'importance, car tout ce qui a été reporté est financé en même temps que tout le reste. Donc, au final, cela ne fait pratiquement aucune différence. Vous savez, à mon avis, nous sommes les victimes d'un État tentaculaire impliqué dans tout, mais incompétent en tout aussi. Et quand je dis tout, je veux vraiment dire tout. Je veux dire que nous n'avons pas une bonne défense dans ce pays. Si les États-Unis étaient attaqués, eh bien, j'étais au Pentagone le 11 septembre, il y a 24 ans. C'était choquant, ce manque de défense. Le centre du pouvoir militaire de la planète, comme on pourrait considérer le Pentagone, n'avait absolument aucune défense. Aucune. Et il avait en réalité très peu de moyens de réponse d'urgence, ce qui est, vous savez, impensable, non? Mais c'est ce que produit ce système. L'État a très peu de concurrents et il ne s'améliore pas avec le temps. Il empire. Et c'est ce que nous observons aux États-Unis, je pense.
Pensez-vous que la longue crise économique actuelle que traversent les États-Unis, je veux dire la croissance économique en termes agrégés, est tombée en dessous de 2%? Elle tournait autour de 2,2%, même avant le début de la guerre tarifaire. Et à cela s'ajoute l'énorme niveau d'inégalité. Donc je me demande, étant donné, comme vous l'avez décrit, la place centrale du complexe militaro-industriel dans l'économie, pensez-vous que cette crise représente une occasion de s'éloigner de cette économie centrée sur le militaire et fondée sur l'empire? Ou est-ce plutôt une impasse, car il est tout aussi difficile de s'en détacher, puisque cela exigerait une multitude de changements et de restructurations que la classe politique élue n'oserait peut-être pas entreprendre? Oui, absolument. C'est exactement ce qui se passe. Nous devons changer ce pays. Tous les signaux sont au rouge. Le système des États-Unis, son économie, son système politique, plusieurs aspects, ne fonctionnent pas bien. Son rôle en tant que puissance universelle, que sommes-nous, le leader du monde libre ou quelque chose comme ça? Cette idée entière s'effondre. Et elle s'effondre pour de bonnes raisons, parce que c'est un concept voué à l'échec. Si nous n'avons jamais été le leader du monde libre, nous ne l'avons pas bien fait, n'est-ce pas? Je veux dire, s'il existe vraiment un leader du monde libre, lorsque nous occupions cette position, nous ne l'avons pas très bien assumée. Donc, en un sens, c'est une forme de compétition, c'est un échec. Nous avons échoué, le pays a échoué, le gouvernement a échoué, et nous le voyons aussi dans les mouvements politiques à l'intérieur du pays. Et vous savez, le soi-disant mouvement MAGA qui a porté Trump au pouvoir, c'était un mouvement transpartisan. Il comptait des démocrates, des indépendants et surtout des personnes qui votent rarement, qui représentent en quelque sorte la voix du cœur du pays. Et les républicains, bien sûr, ainsi que les libertariens, toutes sortes de gens se sont rassemblés autour d'un message qui correspondait exactement à la feuille de route que vous décrivez. Comment passer d'une défense offensive incroyablement coûteuse, un investissement dans l'offensive de ce pays, un État qui ne fait vraiment pas de bonnes choses pour le peuple. Vous savez, les soins de santé, l'éducation, tout ce que vous pensez relever de la responsabilité de l'État ou que beaucoup estiment qu'il devrait assumer et il ne le fait pas. Ainsi, la voix de ces personnes a porté Donald Trump au pouvoir à 2 reprises et il est concevable qu'elle ait aussi été forte lors de l'élection de Biden, n'est-ce pas? Je veux dire, je ne me souviens pas beaucoup de la campagne de Biden parce qu'il n'a pas vraiment fait campagne. Mais lui, et le Parti démocrate bien sûr, qui est censé être le parti de l'égalité, n'est-ce pas? Il parle de soins de santé, d'accessibilité, de toutes ces choses. Mais rien de tout cela n'a vraiment été poursuivi par les 2 grands partis. Le peuple comprend exactement ce que vous dites. Le peuple américain le ressent, n'est-ce pas? Y a-t-il un avenir pour leurs enfants? Y a-t-il des opportunités pour la prochaine génération? Peuvent-ils envisager sereinement leur retraite ou d'éventuels problèmes de santé? Est-ce quelque chose qui les inquiète? Ou bien la société et l'État vont-ils s'unir pour les aider? Eh bien, les réponses à toutes ces questions, ils sont très frustrés. Ils ont très peur. La croissance économique, clairement, pose problème. La croissance démographique aussi. Je veux dire, il faut des gens, et il faut des gens capables de travailler. Mais nous renvoyons un grand nombre de personnes et nous ne les remplaçons pas par des personnes qui peuvent réellement être employées dans les secteurs nécessaires aujourd'hui ou dans les 20 ou 30 prochaines années. Nous ne formons ni n'éduquons vraiment les gens dans ce but. Donc le pronostic est très négatif. Et cela ne tient même pas compte du problème plus vaste, à savoir que le gouvernement fédéral doit beaucoup d'argent aux prêteurs actuels, n'est-ce pas? Nous avons 38 000 milliards de dollars, ce chiffre augmente chaque seconde. 38 000 milliards de dettes actuelles.
Mais les promesses faites au peuple, on ne parle pas de ces promesses, mais la valeur de ce que le gouvernement fédéral a promis à ses citoyens, une sorte de système social du berceau à la tombe des opportunités, tout cela, cette promesse est estimée entre 200 000 et 280 000 milliards de dollars en engagements non financés. Il n'y a aucun moyen de financer cela. Il n'y a absolument, réellement, aucun moyen de rembourser 38 000 milliards de dollars. C'est un chiffre énorme. Nous n'arrivons pas à nous le représenter. Mais le fait est que cela ne peut pas être remboursé si les États-Unis continuent à fonctionner comme ils le font, à exister comme ils le font et à produire comme ils le font. C'est impossible. Ces choses sont insolubles. Donc nous savons ce que le gouvernement va faire. Ce que font la plupart des gouvernements, la plupart des empires, ils dégradent leur monnaie. Ils renforcent le contrôle sur leur population pour prévenir une révolution, car évidemment cela couvre partout lorsqu'un gouvernement perd le contrôle, ce qui est notre cas. Ils essayent d'étouffer cela, mais ils n'ont en réalité aucun soutien populaire. Et ils sont sur une mauvaise voie, une voie de faillite, une voie de guerre. Et bien sûr, les empires recherchent aussi la guerre, car cela leur permet à la fois de contrôler le peuple et de justifier la dette, et souvent de la répudier. Évidemment, si vous partez en guerre contre quelqu'un à qui vous devez beaucoup d'argent, vous répudiez cette dette. Ils cherchent donc à dégrader davantage la monnaie, à dévaluer la dette, et aussi à provoquer des guerres et à saisir des occasions de répudier la dette dans certains cas, ainsi qu'à s'emparer des ressources d'autrui, ce que nous avons clairement vu non seulement au Moyen-Orient, mais peut-être aussi en Ukraine. Mais bien sûr, nous le voyons avec ce qui se passe en Ukraine et au Venezuela en ce moment, ce qui est évident. Et que dit le gouvernement des États-Unis à propos du Venezuela? Ils disent « Oh, ils font entrer de la drogue dans le pays ». Eh bien, c'est une nouvelle pour tous les Américains, n'est-ce pas? Parce que le Venezuela n'a jamais figuré sur la liste des 10 principaux importateurs de drogue illicite de qui que ce soit. Quoi qu'il en soit, nous observons la situation. Si l'on peut la regarder objectivement, on assiste à l'échec, au déclin et en réalité à l'effondrement du gouvernement américain tel qu'il a évolué au cours des, disons, 70 dernières années. Je me concentre principalement sur la période d'après la Seconde Guerre mondiale, car nous avions déjà des problèmes avant cela sur de nombreux plans. Mais tout a changé une fois que nous sommes devenus en quelque sorte la superpuissance militaire incontestée. Et je voulais simplement ajouter qu'en dehors de la dette fédérale, nous avons une énorme dette privée des ménages. C'est également considérable, je veux dire, les prêts étudiants, les prêts automobiles, les prêts immobiliers, et ainsi de suite. Ce qui pourrait même être une préoccupation plus importante que la dette fédérale. Il y a des débats sur le niveau de soutenabilité de tout cela. Ouais. Et les niveaux massifs d'inégalité. Car certaines études affirment qu'environ 33% de la croissance du PIB américain proviennent d'un très petit secteur de la haute technologie et de la finance, centré à Wall Street et dans la Silicon Valley. Donc, si les États-Unis croissent à moins de 2% et qu'un tiers de cette croissance provient de ce petit secteur, cela signifie que la croissance réelle est très, très stagnante. Oh oui, bien sûr, je veux dire, la répartition du capital aux États-Unis, le 1%, le 2%, on voit bien que la situation est déséquilibrée. Il y a toutes ces dettes personnelles, toutes ces dettes ménagères. Et en fait, c'est assez ironique parce qu'on ne tient pas forcément le gouvernement pour responsable. Bien sûr, le gouvernement peut imprimer de l'argent, se prêter à lui-même, ce genre de choses. Mais pour les gens qui ont des prêts immobiliers, dont beaucoup ne peuvent même plus se permettre d'acheter aujourd'hui, ils doivent toujours rembourser et certains se retrouvent avec des prêts immobiliers supérieurs à la valeur de leur maison,
ce qui était vraiment inédit au cours des 30 dernières années. Mais maintenant, nous sommes dans une situation où c'est devenu la nouvelle norme. De plus, la dette personnelle, dette automobile, dette d'études est un exemple incroyable d'abus du gouvernement envers ses citoyens. Je veux dire, vous savez, je suis plus âgée et j'ai eu de la chance de ne pas avoir de dette étudiante. Mais mes enfants, eh bien, quelques-uns d'entre eux ont emprunté pour leurs études supérieures. L'un d'eux n'a emprunté que 20 000 $. Elle a financé une grande partie elle-même, n'est-ce pas? Elle doit maintenant bien plus que cela et elle a pourtant remboursé. Alors, comment est-ce possible? Comment cela fonctionne-t-il quand on continue à payer et que pourtant le capital augmente, la dette augmente? C'est une véritable arnaque. Et je pense que puisque le gouvernement gère la majeure partie de cette dette, c'est fait à son avantage. Alors que, encore une fois, le gouvernement est censé travailler pour vous, pas vous utiliser comme une source de financement. Mais c'est ce qui se passe. Toutes les personnes endettées sont tenues responsables de ce qu'elles doivent, mais la plus grande dette, celle que le gouvernement accumule, n'est pas soumise à la même responsabilité. Et le Congrès, qu'il en soit incapable, qu'il s'en moque ou qu'il ne soit qu'un simple instrument, ne joue aucun rôle de frein à l'endettement supplémentaire. Et vous savez, Thomas Massie a fait parler de lui. Il a ce petit compteur de la dette fédérale qu'il porte. C'est quelque chose qu'il a conçu. Les chiffres défilent dessus. Alors, quand il se promène, il a des chiffres qui clignotent sur sa poitrine et c'est l'augmentation de la dette fédérale. Et personne ne peut rien y faire. Mais oui, une personne ordinaire perd sa voiture, est expulsée de chez elle, et, tu sais, ils ont en fait durci les règles de faillite au cours des 2 dernières décennies, de sorte que la personne moyenne est totalement responsable du petit montant de dette individuelle qu'elle a. Ce qui, en réalité, comme tu l'as dit, quand on additionne tout, fait beaucoup. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'un type nommé Webb, qui a écrit, il y a quelques années, quelque chose intitulé « The Great Taking ». Tu en as déjà entendu parler? Non. C'est un petit livre, un livre d'économie. Il y a une vidéo qui l'accompagne. TheGreatTaking.com, c'est là que tout se trouve. Il y donne une explication et une prévision sur la façon dont tout cela va se produire. Enfin, pas vraiment une prévision. C'est un spécialiste de la finance, donc il explique comment toutes ces dettes ont été capitalisées et comptabilisées légalement. Ça va même jusqu'aux comptes bancaires, au marché monétaire, partout où les gens aux États-Unis peuvent avoir leurs biens ou leurs valeurs. Et le fonctionnement, c'est que les entreprises ont accès à tout cela avant les particuliers. Tu apprécierais de le lire. C'est un peu banquier, un peu technique sur le plan financier, ce qui n'est pas vraiment mon domaine. Mais le système est truqué. D'accord, en gros, le système est truqué contre les gens qui sont fondamentalement les producteurs. Vous savez, il est manipulé par les personnes au pouvoir et les institutions qui détiennent le pouvoir, donc ils s'occupent d'eux-mêmes. Et comme on le voit, les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. C'est un vieux dicton, je ne pense même pas que les Américains l'aient inventé, mais on le constate. On le voit se dérouler dans ce pays et rien n'indique que la tendance s'inverse. Donc ce qui va se passer risque d'être assez sombre, à la fois pour le gouvernement des États-Unis et pour les gens qui vivent ici. Il y a énormément de choses à analyser ici. En fait, une partie de mes recherches porte sur la finance et l'économie des États-Unis. Je mène des travaux sur ces sujets, sur la dette en particulier, ce qui est très intéressant. Si l'on regarde la dette des entreprises américaines, elle a explosé après les déréglementations des années 1990 et 2000. Lorsqu'elle a chuté brutalement pendant la crise de 2008,
la dette des entreprises a commencé à diminuer, tandis que la dette fédérale augmentait. En somme, le gouvernement a assumé toutes ces dettes nécessaires pour maintenir le capitalisme en mouvement à un moment où les entreprises se désendettaient, car la situation économique globale était devenue très incertaine. On observe donc un fort désendettement du côté des entreprises et un fort endettement du côté de l'État. Si l'on regarde le total, ils sont restés très constants depuis les déréglementations des années 1990. Et ensuite, les ménages se retrouvent bloqués là où ils sont. C'est une situation où les entreprises augmentent toutes sortes de prix, services publics, loyers, etc. C'est une longue discussion sur la manière d'en sortir. Je pense que les différentes parties de l'équation ont des propositions différentes. Ce qui me frappe, c'est que, dans certaines analyses objectives de la situation, il existe en réalité un certain consensus. J'ai lu vos travaux. Bien sûr, vous venez du côté libertarien du libre marché. Nous sommes plutôt à gauche. Nous pensons que l'État peut être dirigé de manière très corrompue, mais aussi de manière très efficace. Et cela n'est pas incompatible avec certains aspects du libre marché que pratique la Chine. Le gouvernement pourrait mieux gérer certains services, mais cela dépend vraiment de l'aspect fonctionnel concret du gouvernement. Tout comme le libre marché, il peut être très brutal, il peut être très productif, le gouvernement peut lui aussi présenter ces deux facettes. C'est une discussion plus longue, et je suis sûr qu'au fil de nos échanges, nous en aborderons des morceaux ici et là. Mais je voulais revenir à votre domaine d'expertise, et d'une certaine manière, reprendre là où vous disiez que la défense était très faible. Je me demandais ce que cela signifiait, car le système de défense américain dispose apparemment, je ne sais pas, de 800 bases, de toutes les armes les plus avancées, et ainsi de suite. Pourtant, vous dites qu'il est très faible. Parliez-vous du renseignement? Qu'est-ce qui, selon vous, le rend si faible? Oui, eh bien, je veux dire, vous savez, on nous dit que nous avons la meilleure armée, la plus grande, la plus puissante, peu importe. Les armes sont excellentes. On nous le répète depuis très longtemps. Mais en ce moment, nous sommes en réalité mis à nu. Les systèmes d'armes américains sont sérieusement exposés. Qu'il s'agisse de la marine, de l'armée de terre, de l'armée de l'air, des systèmes aériens, spatiaux ou de renseignement. Nos systèmes sont dépassés par de nombreuses régions du monde. En matière de renseignement et de surveillance, par exemple, les systèmes israéliens, ils ne partagent pas tout avec nous. Ils partagent ce qu'ils veulent, prennent ce que nous avons, puis l'améliorent. Ainsi, la surveillance israélienne est bien meilleure. La capacité navale, vous savez, la capacité en missiles, je veux dire, la Russie, l'Inde, la Chine, tous nous dépassent. Les capacités occidentales, basées sur les systèmes américains et de type OTAN, les avions, les navires, tout cela, sont très coûteuses et limitées en nombre. Et le libre marché, enfin, on ne peut pas vraiment l'appeler libre puisque nous n'avons pas de marché libre dans ce pays, mais dans le marché militaire qui n'est pas libre, un marché fortement manipulé et soumis au lobbying, il a produit des choses qui, s'il y avait une véritable concurrence, et il y en a à l'échelle mondiale, nous feraient perdre. Et nous sommes en train de perdre. Le F-35 en est un parfait exemple. Seulement environ 33% de disponibilité opérationnelle. 66-67% du temps, le F-35 est cloué au sol pour de la maintenance régulière, de la maintenance imprévue, d'autres problèmes, des réparations. Vous pouvez tout imaginer. C'est un avion très coûteux. En théorie, d'un point de vue académique, c'est un avion très performant, sauf quand la météo est mauvaise, que les pistes sont sales ou imparfaites, ou que la maintenance est indisponible ou retardée. Et vous savez, une grande partie de la maintenance du F-35 se fait à distance, car c'est un système de type plug and play,
où les mises à jour arrivent comme sur votre ordinateur, n'est-ce pas? Donc, si votre connexion Internet n'est pas bonne là où vous êtes, vous ne recevrez pas la mise à jour. Il y a donc de nombreux points de faiblesse logistique dans ce système, mais c'est ce que notre complexe militaro-industriel a produit, parce que c'est là que se trouvaient les profits. C'est ainsi qu'ils ont gagné de l'argent. Cela n'a rien à voir avec la défense, absolument rien à voir avec la défense. Parce que nous, les États-Unis, en raison de notre géographie et du fait que je ne sais pas pour toutes les raisons, c'est la géographie, c'est le fait qu'il y a, disons, 400 000 armes entre les mains des Américains. Peu importe. Nous ne faisons pas face à des risques frontaliers comme d'autres pays pourraient en avoir. Certainement pas comme la Russie, où l'on a des voisins nucléaires directement à la frontière, ce qui peut poser des problèmes ou susciter un sentiment de peur ou de vulnérabilité. Donc nous n'avons rien de tout cela, et nous ne nous défendons pas. Nous n'avons aucune défense. Ce que nous avons, c'est l'attaque. Et la plupart de nos moyens offensifs sont conçus pour être vendus à des fins lucratives. Ils ne sont pas conçus pour fonctionner de manière efficace ou efficiente. Je veux dire, pensez aux B-2 qui ont décollé de quelque part, le Dakota du Sud, je ne sais pas où, et qui ont bombardé l'Iran en juin dernier. Le coût de cette seule mission, rien que pour la mener, ajouté au coût des armes et au manque de disponibilité de ces armes. Je veux dire, je crois qu'un tiers de notre capacité totale de bombes anti-bunker a été utilisée lors d'une seule mission. D'accord. Eh bien, si j'affrontais les États-Unis, je voudrais qu'ils fassent encore 2 missions comme celle-là et qu'ils utilisent toutes leurs bombes anti-bunker. Et ensuite, j'arriverai, n'est-ce pas? Là, je les combattrai. Donc, nous n'avons pas de stratégie défensive. Nous avons, en théorie, une stratégie offensive. Mais notre stratégie offensive ne vise pas à gagner. Elle ne consiste pas à faire ce qu'une armée offensive ferait normalement. Elle consiste à faire de l'argent pour le complexe militaro-industriel et à maintenir en poste les membres du Congrès qui distribuent cet argent, tout en éliminant ceux, députés et sénateurs, qui refusent de suivre le mouvement, en les éliminant de leurs fonctions. En gros, comme on le disait depuis des années au Pentagone, c'est un cornet de glace qui se lèche lui-même, n'est-ce pas? Voilà notre appareil de défense. Il s'alimente lui-même, il s'enrichit lui-même. Et d'où vient l'argent? Eh bien, il le prélève sur la classe moyenne en déclin et il menace les alliés. Et j'utilise le mot « menacer ». Nous menaçons nos alliés. Vous allez acheter nos produits, sinon, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, je ne suis pas sûre de quand c'était. Je crois que c'était pendant la première administration Trump ou peut-être celle de Biden. Ce n'était pas il y a très longtemps, mais ce n'était pas hier non plus. L'Australie allait acheter un lot de sous-marins français, des sous-marins nucléaires fabriqués en France. Le contrat était conclu et la France travaillait déjà sur la livraison. Puis, tout à coup, nous avons passé un coup de fil à l'Australie. D'ami à ami, ou peut-être de supérieur à subordonné, je ne sais pas trop comment cela s'est passé. Et soudain, les Australiens ont renié cet accord, rompu le contrat avec la France et décidé d'acheter des sous-marins américains, que nous essayons maintenant de construire. Personne n'a livré de sous-marins. Parce qu'il ne s'agit pas de livrer des sous-marins, il s'agit d'alimenter la machine aux États-Unis, à Washington. C'est là-dessus que tout est concentré. Ce sont des promesses phénoménales et massives d'achat d'armes venant du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, peu importe, de tous ces endroits. Le Japon. Que fait le Japon? Ils n'ont même pas d'argent. Je veux dire, le Japon est en quelque sorte la feuille de route des États-Unis. Ils n'ont pas de taux de natalité, une population vieillissante, un système incapable de se réformer. Ils sont en stagflation depuis 1990. Et cela ne change jamais. La stagflation est la norme au Japon.
Et donc, ils ont promis de dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas, à moins qu'ils ne découvrent soudainement une grande ressource naturelle. Ils n'ont pas cet argent, mais ils l'ont promis parce que c'est ainsi que le jeu se joue. Rien de tout cela n'a à voir avec la défense. Ce n'est même pas une très bonne attaque non plus. Je veux dire, comme nous l'avons vu en Ukraine, nous avons déjà vu ce que les armes occidentales peuvent faire. Certes, nous n'avons pas utilisé tous les types d'armes, et il y a une raison pour laquelle nous ne les avons pas toutes utilisées en Ukraine contre la Russie. Parce que si cette guerre par procuration se transforme en une véritable guerre totale, devinez qui perd cette guerre. Oui, il perd. C'est assez évident qui perd. Je veux dire, c'est une chose de sacrifier l'Ukraine pour pouvoir expérimenter avec ce que vous avez, pour user un peu la Russie, quel que soit le programme des néoconservateurs lorsqu'ils ont planifié cela il y a des années. Dans la réalité, l'Ukraine est écrasée, mais la Russie non seulement a fait cet écrasement, elle l'a fait dans les pires conditions économiques et militaires que les États-Unis et l'Occident pouvaient lui imposer. Et qu'a fait la Russie? Elle a surpassé, innové, combattu et stratégié mieux à tous les niveaux. L'économie russe est quoi? La 15e du monde? Je ne sais pas. Ce n'est pas une grande économie. C'est un grand pays géographiquement, mais pas très peuplé. Et pourtant, ils ont vaincu l'Occident. Pas seulement les États-Unis, mais toute l'OTAN aussi, qui est en gros un appendice des États-Unis. Quoi qu'il en soit, cela ne fonctionne pas. Et si nous avions un marché libre dans le domaine de la défense, ce qui n'est pas le cas, mais si l'on pouvait en imaginer un à l'échelle mondiale, les États-Unis auraient été surpassés par plusieurs acteurs. D'autres États n'utilisent pas le même modèle que nous, et même de petits pays ont innové et construit une véritable défense pour eux-mêmes, pas de la manière dont nous le faisons. C'est donc un modèle qui échoue, et pourtant, il continue d'être soutenu artificiellement. Quand je dis que je suis pour un marché libre, je veux dire que j'aimerais voir de la concurrence. Quand les gouvernements rivalisent pour accomplir les missions qui leur sont constitutionnellement assignées, quelles qu'elles soient pour leur pays, s'ils se font concurrence pour cela, s'ils ont des comptes à rendre, ils réussissent. Ils s'en sortent bien. Et je pense que, vous savez, quand vous avez mentionné la Chine, eh bien, beaucoup de gens pointent du doigt la Chine. La Chine assume ses devoirs envers le pays de la Chine, le peuple de Chine, l'avenir de la Chine. Le gouvernement lui-même prend ses responsabilités très au sérieux. Nous n'avons rien de tel aux États-Unis. Là-bas, tout tourne autour du profit, des relations et du maintien du pouvoir. C'est à peu près tout ce qui les intéresse. C'est là qu'ils investissent leurs ressources et leur ingéniosité, et nous en payons le prix. Mais en un sens, cela a une finalité, et cette finalité n'est pas bonne. Comme je l'ai dit, ce n'est pas bon pour les États-Unis. Je ne suis pas optimiste pour le gouvernement américain, pour Washington, D.C., pas du tout. Ils sont incapables de le corriger. Ils ne peuvent pas injecter artificiellement une quelconque forme de concurrence pour s'améliorer. C'est un système défaillant, à mon avis, et ce n'est pas ce que la Constitution a prévu. J'aime la Constitution, je pense que c'est un bon point de départ. Mais vous savez, il n'y a rien de constitutionnel à Washington, D.C. Je veux dire, combien de guerres? Notre Constitution dit que c'est le Congrès qui déclare les guerres. Quand le Congrès a-t-il déclaré une guerre pour la dernière fois? C'était en 1941. Nous n'en avons pas déclaré une seule depuis. Mais combien de guerres les États-Unis ont-ils non seulement commencé, mais aussi rejointes, attisées, menées par procuration? Aucune limite. Absolument aucune limite. Bref, cela m'inquiète un peu. Désolée, je me suis écartée du sujet. Non, c'est oui, gouverné par les pouvoirs d'urgence, soi-disant d'urgence. On en est toujours là. J'ai en fait quelques questions qui sont liées entre elles.
Je voulais te demander, pendant ton passage au Pentagone, quelle était ta perception de la relation entre la bureaucratie interne du Pentagone et les grands contractants de la défense? Je pense à Raytheon et Boeing. Comment cela fonctionnait-il? Parce qu'à un certain niveau, ils viennent d'horizons différents, deux composantes distinctes. L'une, ce sont d'immenses entreprises. L'autre, ce sont des employés de l'État. Mais comment ces choses s'influencent-elles mutuellement? Comment les intérêts de Boeing, Lockheed Martin ou Raytheon se répercutent-ils sur les bureaucrates qui travaillent au sein du Pentagone? Et je pense que là-dedans, je réfléchis aussi à ce que pourrait éventuellement être votre idée d'un marché libre dans le secteur de la défense. J'y pense parce que je crois vraiment que le marché libre fonctionne très bien dans de nombreux domaines, mais je pense aussi qu'il ne fonctionne pas dans certains secteurs. Et dans la défense, quand j'examine les exemples historiques, je n'ai pas vu de cas où le marché libre fonctionne réellement. Donc, si vous pouviez préciser votre vision de cette relation, et peut-être, comme piste de solution, votre manière d'y remédier, que pourrait faire le marché dans ce domaine pour le rendre moins corrompu? Oui, donc. Vous savez, j'ai travaillé dans les acquisitions au milieu et à la fin des années 80. J'étais dans les acquisitions, donc j'ai eu l'occasion de collaborer avec des sous-traitants. En fait, j'étais à la base aérienne de Hanscom, où la plupart des employés sont des professionnels civils, les bureaucrates. Il y a une poignée de militaires, ce qu'on appelle les décideurs, et puis les sous-traitants. Et nous engagions des sous-traitants pour nous aider à travailler avec d'autres sous-traitants. Donc c'est un peu comme un programme d'emploi, une affaire de poste. Ce que vous avez avec la bureaucratie professionnelle à long terme, c'est une base de connaissances. Mais les militaires, eux, arrivent et repartent tous les 2 ou 3 ans, n'est-ce pas? Alors, ils valident leur présence pour montrer « Oh, voici les personnes liées par la Constitution, voici ceux qui se soucient de la défense, de l'offensive. » Vous savez, ils veulent des systèmes efficaces parce qu'ils seront un jour sur le terrain, ou bien ils en viennent et ont besoin que les choses soient réparées. D'accord. Donc, ils apportent une contribution au système, mais cette contribution est très faible. L'apport principal vient de la bureaucratie permanente de professionnels et des sous-traitants. Et les sous-traitants, bien sûr, comme vous le savez, on a vu une consolidation à ce niveau. Tous les petits acteurs qui font quelque chose de bien se font absorber. C'est la même chose que ce que vous voyez avec Microsoft, Amazon, Apple ou d'autres entreprises de ce genre. Vous savez, ils voient un concurrent prometteur, ils le rachètent et l'absorbent. Eh bien, l'armée fait la même chose. Donc nous avons quoi? 3 ou 4 grands contractants qui possèdent tout. Et ils détiennent toutes les petites entreprises, n'est-ce pas? Mais tout est contrôlé par une structure centrale. Et bien sûr, cela représente une énorme quantité de frais généraux qui ne sont que du profit. Chaque couche de bureaucratie, chaque couche de frais généraux, c'est du pur profit. C'est comme lorsque vous faites construire votre maison par un entrepreneur, il va majorer tous ses coûts, plus sa propre marge bénéficiaire. C'est simplement ainsi que les affaires se font. Et c'est pareil pour nos systèmes militaires. Et on parle de milliards et de milliards de dollars dépensés de cette manière. Donc, une grande partie de l'argent soutient la bureaucratie et l'infrastructure, et c'est voulu. Ensuite, il y a une partie de l'argent qui soutient les résultats que les soi-disant combattants recherchent. Et eux aussi sont imparfaits, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas eu de guerre déclarée. Nous n'avons pas vraiment défendu les États-Unis depuis plus de 100 ans. Nous avons subi des attaques contre les États-Unis. On peut compter Pearl Harbor, bien sûr, et certaines îles du Pacifique, mais c'était très limité. Nous n'avons pas eu d'attaque sur le continent qui nous ait obligés à construire une armée défensive ou à créer de nouvelles stratégies pour survivre.
Nous n'avons rien connu qui affecte réellement la survie de notre armée. Donc, même les militaires qui passent et changent de poste tous les 2 ou 3 ans, peut-être même ce qu'ils pensent vouloir, n'a rien à voir avec la défense. Vous savez, s'ils sont pilotes, par exemple des pilotes de chasse, ils veulent de meilleurs moyens de bombarder des gens à l'autre bout du monde, ce qui n'a absolument aucun rapport avec la défense des États-Unis. S'ils sont dans la marine et s'intéressent aux porte-avions ou aux cuirassés, ils veulent une forte capacité à aller frapper quelqu'un à l'autre bout du monde, quelqu'un qui n'a peut-être même rien de comparable en termes de puissance, n'est-ce pas? C'est un peu comme tirer sur des canards ou comme tirer sur des poissons dans un tonneau, ce genre de choses. Mais c'est ce sur quoi ils ont été formés. Je veux dire, personne dans l'armée n'était vivant ou adulte en 1940, 1930 ou 1900. C'est un monde différent. Le monde dans lequel toute notre direction militaire et notre direction civile a grandi est entièrement fondée sur une défense factice, des besoins factices. Maintenant, avec les armes nucléaires, dans lesquelles beaucoup d'argent est investi, et je pense que Trump parle de vouloir moderniser et réparer toutes les armes nucléaires sans être limité par des traités ou quoi que ce soit de ce genre, il veut y consacrer beaucoup d'argent. Il dit que c'est pour la sécurité, mais évidemment, c'est tout un nouveau domaine, tout comme avec la marine, l'armée et l'armée de l'air à l'étranger. Les armes nucléaires sont des guerres que nous ne mènerons pas, n'est-ce pas? Nous ne les mènerons pas, sauf dans notre imagination. Je crois que Patton, ou un certain nombre de militaires, ont dit « Aucun plan ne survit au contact de l'ennemi ». Et le plan nucléaire est exactement ce pourquoi cette citation a été faite, parce qu'on ne mène pas une guerre nucléaire. Il n'y a aucun moyen de faire cela. Et puis, il y a aussi toute la question de l'espace. Oh, l'espace est la prochaine frontière. D'accord, oui, c'est vrai. C'est vrai pour les communications, pour le commerce, pour la connectivité. Mais une fois que vous faites la guerre dans l'espace, toutes les règles cessent de s'appliquer. Ainsi, les personnes qui établissent les exigences pour l'armée des États-Unis comprennent des militaires qui disent « Eh bien, nous sommes des professionnels. Nous ne faisons pas partie de l'État profond. Nous essayons de servir le pays. » Vraiment? En réalité, les généraux ne le font pas. Aucun d'entre eux. Si vous êtes officier dans l'armée, peu importe la branche, et que vous essayez réellement de servir votre pays tout en sortant du cadre, vous ne deviendrez jamais général. Nous avons cette blague à propos de la lobotomie du général. Quand ils promeuvent les colonels et les capitaines de vaisseau pour en faire des officiers généraux, ils les envoient subir une petite opération, la lobotomie du général. Et cela, bien sûr, garantit qu'ils ne font rien de nouveau ni de différent, rien qui remette en cause le statu quo. L'ensemble de l'armée est en grande partie orienté d'une manière déconnectée de la réalité. Donc, quand elle agit, eh bien on appelle cela la défense, mais ce n'est pas de la défense. En réalité, Trump a eu une bonne idée en renommant le département de la défense en département de la guerre. Nous savons que nous n'avons pas eu de guerre déclarée depuis 1941, mais au moins cela oriente l'attention vers l'extérieur. C'est une représentation plus fidèle de ce qu'il fait. Et l'aspect du libre marché intervient parce que nous ne menons pas vraiment de guerre. Donc, nous ne savons pas à quel point notre matériel est bon ou mauvais. Et en réalité, le vrai problème, c'est que notre matériel ne gagne plus de guerre à l'étranger et qu'il ne sert certainement à rien pour défendre les États-Unis. J'ai mentionné le 11 septembre. Vous savez, on nous a dit, et je suppose que c'est vrai, je ne sais pas, je n'étais pas sur le toit du Pentagone, mais il y a une sorte de présupposé selon lequel le Pentagone est une cible militaire.
S'il y avait une grande situation de combat avec un concurrent de niveau comparable, ça pourrait être une cible et il y aurait des défenseurs là-haut ou des systèmes pour le protéger. Eh bien, rien de tout cela ne s'est produit le 11 septembre. Et il y avait aussi l'idée que nos systèmes de surveillance, nos systèmes de la FAA disposent de procédures standards pour les avions détournés. Et nous savons qu'ils le faisaient, car dans les années 1970, lorsque les détournements d'avions étaient un problème majeur, et même à la fin des années 1990, juste avant le 11 septembre, si un avion violait son plan de vol déposé, ou si le code de détournement était activé sur un avion commercial, il existait des réponses standards, des réponses militaires qui s'inscrivaient réellement dans les schémas de défense intérieure. Rien de tout cela ne s'est produit le 11 septembre. Donc, quelle qu'en soit la raison, le fait que cela ne se soit pas produit illustre vraiment une faille dans notre système. Nous ne nous soucions pas de la défense. Nous n'en faisons rien. Nous n'y investissons pas. Et en réalité, nous nous contentons de continuer notre route, très chanceux que notre armée américaine n'ait pas été mise à l'épreuve de manière significative, parce que la voie que nous avons prise, avec la manière dont nous avons développé des systèmes d'armes uniquement pour faire de l'argent, pour en tirer profit, eh bien, c'est là le problème. En réalité, nous serions assez facilement battus, à moins que cela ne devienne nucléaire. C'est très triste. Un peu comme vous savez, Israël a eu récemment quelques inquiétudes lors des dernières attaques qui les ont poussées. Eh bien, vous savez, les FDI sont intervenus et ont en quelque sorte mis fin à la guerre de 12 jours, pour ainsi dire. Mais il a été rapporté qu'Israël aurait dit « Nous allons frapper l'Iran avec une arme nucléaire s'il continue à nous attaquer », parce que leur système de défense ne fonctionnait pas. Ils avaient été percés, submergés et ainsi de suite. Donc, je pense qu'Israël, à bien des égards, un tout petit pays, a une armée terrible, vous voyez. Je veux dire, c'est une armée composée de conscrits. Ils n'ont pas de normes, très peu de formation. C'est en partie pour cela que nous voyons ce genre de choses se produire à Gaza. Pas entièrement, car une partie relève de la politique d'État, mais leur armée n'est tout simplement pas très bonne. Leur technologie est plutôt bonne. Ils l'obtiennent de leurs amis, vous savez, et ils la fabriquent eux-mêmes. Mais ils se retrouvent dans une situation où ils provoquent des conflits qu'ils ne peuvent pas gagner. Alors la solution, c'est, eh bien, nous allons larguer une bombe nucléaire. Les États-Unis ne sont pas très différents de cela. Nous avons une armée vaste, coûteuse et très, je pense, dysfonctionnelle, surpassée par de nombreux grands concurrents quasi pairs. Nous avons été dépassés en termes de capacité, de technologie, de volume. Nous sommes dépassés et donc notre réponse sera également nucléaire. C'est donc encore une fois une très mauvaise nouvelle pour le monde. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle les dirigeants mondiaux avancent sur une ligne étroite lorsqu'ils traitent avec les États-Unis, parce que nous sommes en réalité bien plus dangereux que nous le disons, mais pas de la manière dont nous le pensons. Oui, je veux dire, c'est très important. Je suppose que ce que vous disiez, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un système de défense aussi gonflé, inefficace et corrompu, s'il en existait vraiment un, pour réellement défendre son peuple. Mais puisque ce n'est pas le but, il faut ce système offensif, hypertrophié, dont la bureaucratie, les intérêts corporatifs établis et tous ceux qui en dépendent doivent assurer la survie. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce que sont ces plateformes parallèles, comme le Bureau des plans spéciaux que vous avez révélé pendant la guerre d'Irak, qui a fabriqué le consentement pour tout cet épisode mensonger, et si nous avons encore quelque chose de ce genre au sein de l'establishment américain? Ouais. Qui sont ces types? Qui sont ces types?
Eh bien, après le 11 septembre, et même dans les quelques années précédant le 11 septembre, à la fin des années 1990, sous l'administration Clinton, on observe une forte montée des politiques néoconservatrices, qui étaient vraiment hyper centrées sur les guerres d'Israël, l'expansion d'Israël, la soi-disant défense d'Israël. Mais ce n'était pas vraiment de la défense, c'était simplement le point focal. Et bien sûr, après le 11 septembre, nous en savons beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque. Le 11 septembre a certainement été pas un faux drapeau, enfin probablement un faux drapeau, mais il a été utilisé politiquement pour déclencher une guerre qui figurait depuis un certain temps à l'agenda de certains décideurs politiques. Et en réalité, cette guerre n'était pas censée être celle d'Afghanistan. Vous savez, la première chose que le secrétaire à la Défense, Rumsfeld, a dite après le 11 septembre, je veux dire, c'était probablement dans l'après-midi même du 11 septembre, c'était « Rassemblez tout ce que vous pouvez trouver sur l'Irak et faites en sorte que ça tienne ». L'objectif était « Il nous faut une guerre en Irak ». Pourquoi avons-nous besoin d'une guerre en Irak? Eh bien, parce qu'Israël avait besoin d'une guerre en Irak et c'était à l'ordre du jour. Et bien sûr, c'était la deuxième fois que nous entrions en Irak, n'est-ce pas? Je veux dire, en 1991, nous avions déjà envahi l'Irak, et à cette époque, on pouvait plutôt y voir une question liée au pétrole. Mais encore une fois, tout est lié. Bien sûr, l'Irak n'a pas fait le 11 septembre. Je veux dire, c'est très difficile de faire passer ça, non? Parce que, tu sais, je veux dire, pourquoi pas l'Arabie Saoudite? Après tout, l'histoire dit que c'était un groupe de Saoudiens, non? Alors, au lieu de faire sortir tous les Saoudiens du pays, le 12 septembre, passage sécurisé, quand tous les avions étaient cloués au sol et que les aéroports étaient fermés, sauf pour les vols privés transportant des amis saoudiens du gouvernement américain hors du pays, peut-être qu'on aurait dû se pencher sur l'Arabie Saoudite. Et je ne dis pas qu'ils l'ont fait, je dis juste que le récit ne collait pas très bien à la réalité. Donc, ils n'ont pas réussi à faire passer la guerre en Irak au début, mais l'Afghanistan était une bonne deuxième option. Parce que, en réalité, les talibans, il n'y avait pas de talibans dans ces avions. Tu sais, c'est complètement fou. Bref, l'Afghanistan a été le pied dans la porte et ils avaient encore besoin de l'Irak. C'est là que la fabrication de toutes sortes de propagande est entrée en jeu. Et elle reposait la propagande reposait vraiment sur, tu vois, et tout le monde en parle un peu maintenant, le tri sélectif de certains petits faits qui flottaient dans la soupe du système de renseignement qui contient énormément de choses, n'est-ce pas? Je veux dire, et puis notre système de renseignement entre la CIA et la DIA, on ne sait pas tout l'argent que reçoit la CIA, mais c'est une somme énorme. C'était presque autant à l'époque, au moins les 2/3 de ce que nous dépensions pour le Pentagone. Voilà. Je veux dire, simplement, en ce qui concerne le renseignement, il n'y a aucune responsabilité à ce sujet. Nous ne savons pas ce qu'ils font, nous ne savons pas comment ils le font. Nous entendons parfois quelques bribes de ceci ou de cela, mais nous n'avons pas vraiment une idée de ce que notre argent nous rapporte. Il y a énormément de données disponibles. Et bien sûr, c'était l'époque des débuts d'Internet, pour l'essentiel. Ce n'est pas comme si nous avions, vous savez, certainement pas d'IA ni quoi que ce soit de ce genre. Mais ils avaient un programme. Ils avaient un programme bien avant le 11 septembre. Le 11 septembre a été le nouveau Pearl Harbor, et les néoconservateurs l'ont certainement accueilli comme ce nouveau Pearl Harbor dont ils avaient besoin pour galvaniser le soutien américain à une autre guerre dont nous n'avions pas besoin, qui n'était pas justifiée. Donc, j'ai travaillé, en 2002 et au début de 2003, je travaillais dans la région du Proche-Orient et de l'Asie du Sud au sein du bureau du secrétaire à la Défense. Donc, vous savez, j'étais avec toutes ces personnes
Et à partir de ce bureau du Proche-Orient et de l'Asie du Sud, nous avons eu après, eh bien, ils sont arrivés au printemps et à l'été 2002, un afflux de civils et à ce stade, je dois dire, de ressortissants étrangers, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous savez, il y avait des Israéliens qui y travaillaient, certainement des Américains pro-Israël qui y travaillaient comme civils, et quelques militaires ou anciens militaires très loyaux, considérés comme idéologiquement alignés. Et ces types s'installaient régulièrement dans les bureaux du Proche-Orient et de l'Asie du Sud, en se concentrant spécifiquement sur l'Iran et l'Irak. Parce que vous savez, l'Iran est toujours l'objectif. Peu importe la guerre que vous menez au Moyen-Orient, pour une raison quelconque, enfin nous connaissons la raison, parce que c'est le joyau d'Israël qu'ils veulent, je suppose, détruire ou posséder, je ne sais pas trop lequel. Donc, l'Iran est toujours l'étape suivante de n'importe quelle guerre dans laquelle nous sommes engagés. Syrie, Irak, Afghanistan, tout cela fait partie d'un plan plus vaste. Et les personnes qui ont adopté ce plan et l'utilisation des capacités militaires, de renseignement et politique des États-Unis, c'était le levier dans ce bureau. Et les personnes que j'ai vues, ainsi que l'insertion d'un groupe chargé d'élaborer un programme politique au sein du Pentagone, ce que je n'avais pas vu, c'est que la même chose se produisait à la CIA, la même chose se produisait au Conseil de sécurité nationale, la même chose essayait de se produire au département d'État, mais cela n'a pas aussi bien réussi là-bas. Ainsi, les dissidents semblaient venir des services de renseignement et d'analyse stratégique du département d'État, ils n'ont pas été cooptés aussi facilement, mais en somme, nous avions cette immense bureaucratie de l'élaboration des politiques et de la défense, et elle a été très facilement exploitée. Et cela a été exploité par la possession et la mauvaise utilisation de notre système de renseignement. Et vraiment, un système de renseignement si vaste et si immense, même à l'époque, tu sais, il était vulnérable à la manipulation. C'est comme un grand animal stupide, tu vois. Je ne pense pas que les chevaux soient stupides, n'est-ce pas? Mais nous utilisons les chevaux. Les humains ont une longue relation avec eux parce que nous pouvons exploiter et manipuler toute la force, la puissance et la vitesse qu'un cheval offre. C'est pareil avec les bœufs, non? Nous utilisions des bœufs autrefois. Eh bien, les humains utilisent la force du système. Nous l'exploitons. Et il n'en faut pas beaucoup pour l'exploiter. Il n'en a pas fallu beaucoup pour exploiter le département de la Défense. Il n'en a pas fallu beaucoup pour exploiter la communauté du renseignement des États-Unis afin de poursuivre un agenda qui factuellement n'avait aucun sens. Ce n'était pas quelque chose de bon pour les États-Unis, ce n'était pas quelque chose de bon pour l'Irak, ce n'était rien de bon pour l'Iran, ce n'était pas bon pour Israël. À long terme, ce n'était pas bon pour Israël. Mais Israël le voulait et les néoconservateurs proches d'Israël le voulaient, et ils ont donc pu l'exploiter. Et j'ai vraiment pensé, vous savez, j'en ai parlé, j'étais très troublée parce que j'étais dans ma 19e année de service militaire, j'ai pris ma retraite, j'ai pu le faire parce que cela ne m'a touché que lorsque j'étais pratiquement prêt à partir. Et je suis partie. Mais j'avais fait des suppositions au cours des 15 années précédentes environ. Une partie de mon service militaire s'est déroulée pendant la guerre froide et j'avais fait des suppositions sur le fonctionnement des choses qui se sont révélées fausses par la suite. J'avais supposé que notre système de renseignement produisait des informations de qualité. Le renseignement politisé n'était plus, pensais-je, un sujet de préoccupation. Les forces favorables à la guerre, qu'il s'agisse du complexe militaro-industriel, de pays étrangers ou de certaines tendances politiques aux États-Unis, ne pourraient pas nous entraîner dans une guerre sans raison. C'est ce que je croyais. Et puis, ce que j'ai vu en 2002 et 2003, bien sûr, m'a montré que mes suppositions étaient totalement erronées. C'est à ce moment-là que l'on se rend compte que ce qu'on croyait vrai ne l'est pas, et que ce qui nous horrifie est en réalité un fait.
Voilà comment les choses fonctionnent. Vous savez, c'est assez troublant. Et je pensais aussi qu'autour de 2004 ou 2005, les Américains commençaient à se rendre compte qu'on les avait trompés pour les entraîner dans cette guerre. C'était devenu un fait assez largement reconnu. Même le New York Times disait maintenant « Oh, désolé, nous vous avons menti pour vous faire entrer en guerre ». Ils ne l'admettaient pas vraiment, mais ils en faisaient partie. Le Washington Post aussi. Puis ils ont commencé à faire leur mea culpa, du genre « Oh oui, c'était vraiment mauvais ». Et les gens disaient « Oh, il faut qu'on se ressaisisse ». Vraiment, il faut qu'on se ressaisisse. Et ensuite, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait depuis? Eh bien, nous sommes allés en Irak avec plusieurs phases différentes de notre guerre en Irak. Nous sommes restés en Afghanistan, je suppose, assez longtemps pour rétablir le commerce de l'opium, ce que nous avons fait après la première année. Et cela pousse à se demander, pourquoi aurions-nous fait cela? Vous savez, les talibans avaient en réalité éliminé les exportations d'opium là-bas. Il leur a fallu 6 ans. Et la 6e année, nous avons envahi et immédiatement rétabli le statu quo des exportations d'opium là-bas. Pourquoi avons-nous fait cela? Eh bien, pour l'argent. Tout se résume à l'amour de l'argent et à la recherche de l'argent. C'est ainsi que notre soi-disant appareil de défense est orienté, et notre gouvernement aussi. Quoi qu'il en soit, cela s'est reproduit encore et encore, et nous l'avons vu avec l'Ukraine. C'est une situation différente, pas le Moyen-Orient, mais les mensonges qui ont provoqué le conflit ukrainien. Vous savez, maintenant, je pense qu'après 4 ans de guerre, presque 4 ans de guerre en Ukraine, la Maison-Blanche, que ce soit Trump ou d'autres, finit par dire, eh bien, vous savez, c'était vraiment l'expansion de l'OTAN. Et nous savions plus ou moins que c'était le cas. Mais pendant 3 ans, si quelqu'un, en Occident, disait que l'expansion de l'OTAN était la cause principale, ainsi que les mauvais traitements infligés aux Russes en Ukraine dans les régions de l'Est, eh bien, si vous disiez cela, on vous disait de vous taire. Tu mens. Tu mens. Ainsi, notre communauté du renseignement, tout comme en 2000, comme elle l'a toujours fait, dispose d'informations très solides et fiables. Mais le problème, c'est que cette soupe d'informations est si facilement manipulée par les puissants pour servir leurs propres intérêts. Et évidemment, pourquoi avons-nous besoin de la guerre? Nous n'avons pas quitté l'Afghanistan avant que l'affaire ukrainienne ne soit lancée, n'est-ce pas? Il faut toujours avoir quelque chose sur quoi se rabattre. L'Ukraine s'essouffle du point de vue américain. Que faisons-nous? Eh bien, nous avons le Venezuela, nous avons Taïwan et nous avons ce nouvel accord militaire renforcé avec le Japon qui n'est absolument pas nécessaire. Je veux dire, il n'y a vraiment aucune justification à cela. Mais c'est ce que nous avons. Alors, nous passons d'une guerre à l'autre parce qu'il ne s'agit pas de paix, il s'agit de faire de l'argent et de maintenir un marché. Et une partie de ce que l'affaire ukrainienne a fait pour nous, les Américains, ce que le monde entier sait, et j'espère que l'Europe l'a compris, c'est qu'elle a transformé l'économie énergétique et militaire européenne en un appendice des États-Unis. Nous les avons asservis, l'UE, les pays de l'OTAN, plus étroitement que jamais. Ce n'est pas un hasard, car cela faisait partie du plan. Il n'est donc pas étonnant que le monde entier n'aime pas la politique étrangère américaine. Elle est très transparente, sauf qu'on en ment ici, dans ce pays. Aujourd'hui, puisque cela fait partie de la proposition en 28 points que quelqu'un a élaborée pour l'Ukraine, nous pouvons dire pas d'expansion de l'OTAN. Ah, c'était une mauvaise chose, ça. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, mais il y a 4 ans, 5 ans, 7 ans, en 2014, on ne pouvait pas le dire. Nous sommes donc tous manipulés par ce système qui ne produit rien de positif et qui ne fait que drainer les ressources des États-Unis, à savoir le complexe militaro-industriel.
Une toute dernière question très rapide. Quel est le lien entre les grands médias et cet appareil de guerre? Parce que si l'on remonte à l'invasion de l'Irak, même avant le 11 septembre, le New York Times et le Washington Post diffusaient une hystérie autour de la nécessité d'envahir l'Irak, en affirmant que Saddam Hussein était le Hitler de l'Asie de l'Ouest. Et nous voyons les mêmes personnes, Bret Stephens et d'autres, appliquer aujourd'hui le même scénario au Venezuela, exactement le même scénario. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils aient tiré la moindre leçon. Mais la question qui me vient à l'esprit, c'est que bien sûr, nous vivons désormais à l'ère d'Internet. Ainsi, une partie de cette propagande se voit percer beaucoup plus facilement. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens voient clair dans la guerre par procuration de l'OTAN en Ukraine. Les gens ont vu clair dans le génocide à Gaza et ils voient clair dans cette fausse escalade au Venezuela. Mais les médias dominants continuent de diffuser le même discours. Il me semble donc que la relation formelle entre l'appareil de guerre et les médias dominants est restée largement intacte. Enfin, pour conclure, pourriez-vous nous dire comment tout cela se répercute dans les médias? Comment tous ces plans élaborés au sommet, dans l'appareil que vous venez de décrire, finissent par se diffuser dans les médias dominants? Eh bien, plusieurs choses. Tout d'abord, le complexe militaro-industriel, les grandes entreprises, possèdent la majorité des médias traditionnels américains. Les forces pro-israéliennes viennent d'acheter TikTok, CBS et Paramount, et elles l'ont fait délibérément. Ce n'était pas du genre « Oh, c'est une excellente opportunité commerciale ». C'était plutôt « Nous devons contrôler le message. Nous ne pouvons pas le faire à moins d'être à la tête de cette entreprise. » Donc, en partie, les structures d'entreprise sont liées, elles ne font qu'un. Et l'autre aspect, encore une fois, cela renvoie à la concurrence. Nous voyons davantage de concurrence médiatique provenant de médias indépendants, de créateurs individuels, d'Internet, de tout cela. Mais les médias traditionnels, ces journaux, le New York Times, le Post et les chaînes de télévision associées, etc., dominent encore. Ces types n'ont pas eu beaucoup de concurrence. Et quand on n'a pas de concurrence, comme dans le sport, si on joue toujours contre une équipe qui a, vous savez, 2 ans de moins, ou une équipe médiocre, et qu'on est numéro 1 dans une ligue médiocre, cela ne dit pas grand-chose de vos capacités. Et c'est ce qu'ils sont. Ces médias traditionnels en Amérique et en Europe aussi, à Londres certainement, et dans certaines autres capitales, ces gens-là ont joué si longtemps sans véritable concurrence dans l'information. Ils ne savent pas ce qu'est une nouvelle. Ils ne savent pas comment enquêter sur une histoire. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils sont mous et négligents. Pas physiquement mous, mais négligents. Et ils ne sont pas en forme pour faire le moindre travail de reportage. Et donc, ce qu'ils font, c'est appeler leurs amis au gouvernement et servir de porte-parole bénévole. Vous savez, c'est comme dans l'ancienne Union soviétique, et je suis sûre qu'en Chine, peut-être encore aujourd'hui, mais certainement sous Mao, s'il y avait des médias, c'était des médias d'État, n'est-ce pas? Je veux dire, on le savait, et c'est ce que c'était. Eh bien, ici, dans notre pays, oh, nous avons un 4e pouvoir indépendant. Oh, il tient le gouvernement pour responsable. Non, ce n'est pas le cas. Les médias traditionnels font partie intégrante de la politique gouvernementale. Ils appartiennent à l'establishment industriel de la défense. Ils sont financés par les publicités de la grande industrie pharmaceutique. Je veux dire, il n'y a pas de télévision traditionnelle sans publicité de Big Pharma. C'est ce qui la finance. Je crois qu'ils ont récemment dit qu'environ 40% de toutes les publicités venaient de la grande industrie pharmaceutique. Et un certain nombre d'entre eux aussi, s'ils n'appartiennent pas à l'establishment de la défense, diffusent des publicités du type establishment de la défense. Donc, quand on est possédé par quelqu'un, comme c'est le cas de nos médias,
détenus par les mêmes intérêts que notre politique étrangère, c'est-à-dire la guerre à l'étranger, il est très prévisible de savoir ce qu'ils vont dire. Et vous savez, c'est amusant parce que il y a seulement 2 ou 3 semaines, Pete Hegseth a déclaré qu'au Pentagone, il voulait que tous les médias signent une sorte de serment de loyauté pour confirmer qu'il ne ferait aucune recherche d'article en parlant à qui que ce soit au Pentagone. Il devait simplement prendre le message et le relayer tel quel. Et beaucoup de ces grandes entreprises médiatiques, dites indépendantes et historiques, ont été très contrariées. Et elles se sont senties très insultées par cela. Ce qui est absurde, car parfaitement la soupe, et elles continuent de le faire, de faire tout à fait prévisible. Mais ils ont été très vexés par cela. Oh, nous ne pouvons pas faire ça. Et ils ont perdu leur accès. Ce qui est en réalité une bonne chose, car cela crée de la concurrence. S'ils sont en colère, s'ils ont vraiment perdu leur accès, ce qui n'est absolument pas le cas, les mêmes appels téléphoniques, les mêmes courriels continuent d'être envoyés à ces gens, tout cela n'est que de la mise en scène. Mais si en effet les entreprises médiatiques et les médias indépendants le font naturellement, si les médias traditionnels voulaient vraiment retrouver le rôle d'un 4e pouvoir critique envers le gouvernement, qui dénonce la fraude, le gaspillage, les abus et la corruption, ils pourraient le faire. Ils pourraient le faire. Je pense que même s'ils appartiennent, tu sais, à l'establishment industriel de la défense, ils pourraient probablement encore le faire, mais ils ne le feront pas. Ils n'ont pas, tu vois, si tu passes 20 ans à mal jouer au sport et qu'à 40 ou 50 ans, tu n'as jamais vraiment atteint un certain niveau d'efficacité, tu ne vas pas redécouvrir ta jeunesse. D'accord. Donc les médias traditionnels sont morts. Les nouveaux médias qui émergent ont beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'ils ont très peur des nouveaux médias. Tu vois, pourquoi un milliardaire pro-Israël aurait-il besoin d'acheter TikTok? Pourquoi aurait-il besoin de posséder CBS News? Il n'y a aucune raison pour eux de faire ça. Ce n'est pas un centre de profit. Ça ne rapporte pas des sommes énormes. Mais ils en ont besoin parce qu'ils ne peuvent pas contrôler les médias indépendants. Et je ne pense pas qu'ils y parviendront un jour. Du moins pas de mon vivant. C'est pas pour dire qu'ils essaieront pas. Mais oui, tout le système est corrompu. Je pense que la technologie a offert, parce que j'ai été plutôt négatif tout du long, je ne suis pas optimiste, mais je pense que la technologie des communications, la technologie de traitement, même l'IA, donne aux gens les outils dont ils ont besoin pour comprendre ce qui se passe. Et en fait, une fois qu'on voit ce qui se passe, pour moi, mon point de bascule a vraiment été, tu sais, en 2000, 2001 et les choses que j'ai vues au Pentagone juste après cela. Ça a été un tournant pour moi, car mes yeux se sont ouverts. J'ai alors commencé à comprendre beaucoup de choses que je n'avais pas comprises auparavant. Je les avais vues, j'étais en plein dedans, mais je ne les comprenais pas. Puis j'ai commencé à comprendre. La technologie moderne, ce que nous avons maintenant, 24, 25 ans plus tard, et qui ne cesse de s'améliorer et de devenir accessible à un plus grand nombre de personnes, nous donne réellement le pouvoir de changer le système et de l'encourager à s'autodétruire. Parce que je pense que c'est ce qui doit arriver. Le meilleur scénario que l'on puisse espérer, c'est que le système américain de défense et d'attaque s'autodétruise, plutôt que d'avoir à être détruit par une force extérieure. La dette que notre pays, les pays européens et principalement l'Occident ont accumulée, d'une manière ou d'une autre, elle doit s'autodétruire. Elle doit être résolue d'une façon qui redistribue naturellement le pouvoir là où il doit être, c'est-à-dire, selon moi, de manière décentralisée. Il faut que le pouvoir revienne au peuple, aux plus petites unités, puis aux États. Vous savez, ces grands gouvernements comme celui que nous avons à Washington, ils n'aident pas. Ils n'aident pas. Ils privent même les Américains des choses auxquelles
les Américains s'attendent, donc je pense qu'ils doivent s'autodétruire. Et c'est la chose la plus aimable que je puisse dire, qu'ils devraient s'autodétruire. Et ils pourraient le faire. Oui. Je veux dire, s'ils ne s'autodétruisent pas, nous pourrions finir par avoir une guerre nucléaire qui les ferait exploser eux-mêmes. Eh bien, vous savez, c'est triste à dire, mais il y a des gens aux États-Unis, pas la personne moyenne, mais des décideurs, des stratèges, qui réfléchissent à la manière de préserver ce qu'ils possèdent, qui accueillent en réalité, favorablement, un échange nucléaire à cause de ce que cela provoquerait. C'est un redémarrage. Elbridge Colby et d'autres. Oui, et j'avais beaucoup d'espoir pour Colby, vraiment. Mais il s'avère qu'il est très typique du genre d'homme de l'establishment. Oui, il parle de toute cette idée d'une guerre nucléaire qu'on pourrait mener et gagner. Tout cela, c'est un exercice intellectuel. Mais en réalité, ce ne l'est pas. Pas quand on a 38 000 milliards de dettes et un pays qui ne produit pas comme il le devrait. C'est le cas des États-Unis. Il y a une énorme attirance chez beaucoup de ceux qui dirigent notre gouvernement et peut-être aussi chez les gens ordinaires. C'est humain, mais il y a cette grande tentation. Si seulement je pouvais gagner à la loterie, si seulement je pouvais tout recommencer, si seulement je pouvais faire un reset. Vous savez, je pense souvent que les taux de divorce dans notre pays, qui sont élevés depuis longtemps, je crois qu'ils se sont stabilisés. Même ce doit faire. Ou subs, définitivement, et comme c'est de l'autre côté. Tu sais, j'ai pris une mauvaise décision, si seulement je pouvais repartir de zéro. Et c'est une idée très séduisante, mais aussi très dangereuse, parce que, tu sais, il y a ce vieux dicton « où que tu ailles, tu t'y retrouves ». Nous emportons nos problèmes avec nous et nous devons les résoudre. Donc oui, je suis très inquiet que les personnes qui dirigent les gouvernements, en particulier le nôtre, considèrent un conflit ou un embrasement nucléaire comme une partie d'une solution qui leur profite. Je veux dire, il y a cette grande blague sur tous les milliardaires dans leur bunker, non? La personne moyenne n'a pas de bunker. Nous n'arrivons même pas à payer notre prêt immobilier. Donc, très intéressant. Oui. Eh bien, nous vivons une époque passionnante, n'est-ce pas? Peut-être même des colonies sur Mars, pas seulement des bunkers. Je sais. Enfin, je ne connais pas très bien Musk, mais il a une perspective intéressante et une vraie passion. Et il l'a dit ouvertement, vous savez, la raison pour laquelle j'essaie d'aller sur la Lune, sur Mars et tout ça, c'est parce que j'ai peur qu'on fasse exploser la planète. Eh bien, lui, il est dans une position où il n'a pas besoin d'avoir peur. Il a probablement des connaissances. La plupart d'entre nous ont peur, mais je pense que dans le cas d'Elon Musk et de beaucoup de gens qui dirigent notre gouvernement, l'État profond, ils considèrent en fait que c'est quelque chose qui non seulement arrivera, mais dont ils tireront profit. Très effrayant. Très effrayant. Nous allons nous arrêter là, colonel Karen Kwiatkowski. Ce fut une conversation très enrichissante et ce fut un privilège et un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup pour votre temps. Absolument. Eh bien, merci de m'avoir invité. J'apprécie vraiment. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement.